canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle vidéo. Hors caméra, on était en train de discuter de la chanson du générique avec nos invités, avec mes invités, pardon. Et juste avant de vous présenter, c'est marrant parce que là, en la réécoutant, je m'étais dit que ça pouvait être finalement Dean Martin, parce que quand on y pense sérieusement, férocement, on se dit peut-être ça pourrait être Dean Martin, alors que c'est Bruno Podalides qui chante la chanson titre, enfin la chanson importante, fondamentale du film Rio Bravo. Sarah, alors pardonnez-moi si j'écorche votre nom, vous me le dites, hein, Sarah Actuel, est-ce que c'est bien? Parfait. Parfait. Et Marie Pruvot de l'Aspre, est-ce que j'ai pas écorché? De l'Aspre. De l'Aspre, voilà, il fallait bien que ça. Voilà. En tout cas, je suis super content que vous ayez accepté cet entretien. Il faut savoir que ça fait pas mal de temps qu'on essaie de trouver un créneau et pour parler vraiment de quelque chose d'assez incroyable, rocambolesque, fondamental pour plein de raisons, et c'est Goldorak. Voilà. Je pense que tout est dit déjà. Goldorak avec un sous-titre extrêmement important. L'aventure continue. Donc Goldorak, on va en parler chez Microciné parce que Goldorak c'est de la télévision. Enfin, je veux dire, ça a été découvert à la télévision. Il y a plein de choses à dire avant de commencer à discuter avec vous. Premièrement et très important, ça fait partie de la collection Serial éditée chez Presse Universitaire François Rabelais. Et tout ça et tous ceux qui ont l'habitude de regarder l'émission Microciné savent ce qu'est cette maison d'édition et surtout ce que cette collection a pu donner. On se souvient par exemple d'un live avec Frédéric Guerre avec qui on a discuté des X-Files ou de Game of Thrones, voilà, avec Stéphane Rollet, pas mal de choses. Et aujourd'hui, on va parler donc de Goldorak. C'est un ouvrage collectif. Ça a été édité, si je ne me trompe pas, en septembre 2018, c'est bien ça? Tout à fait. Bon, et donc c'est pour ça que je suis encore beaucoup plus content que vous ayez accepté de revenir pour discuter de tout cela. Alors, la première question, elle est, bon, pas mal de questions que je vais vous poser, les réponses, elles sont plus ou moins dans le bouquin, mais c'est bien quand même d'en parler. La première question que j'aimerais vous poser, qui est très très simple, hein, vraiment très simple, c'est non pas pourquoi vous êtes lancé dans cette aventure, mais d'abord, avant tout, comment vous avez découvert Goldorak? Est-ce que ça a tout de suite été une belle histoire d'amour entre vous et Goldorak? Ou est-ce que vous avez mis du temps? Ou est-ce que vous l'avez découvert sur le tard? On peut découvrir parfois des séries animées beaucoup plus tard. Comment s'est passée cette rencontre? Bien évidemment, je ne vous tends pas la parole, vous la prenez. Hein. Allez-y, je vous en prie. Sarah, vas-y, c'est toi qui as l'histoire la plus longue avec Goldorak. Oh, je ne sais pas si la plus longue, mais on va faire par ordre chronologique parce que Marie et moi, nous ne sommes pas de la même génération et donc on n'a pas découvert Goldorak de la même manière, c'est normal. Moi, j'avais 5 ans et demi en 1978. Le 3 juillet 1978, j'ai découvert Goldorak à la télévision sur Antenne 2, Récréa 2. Dans l'émission Récréa 2. Donc, j'ai découvert Goldorak lors de sa première diffusion à la télévision française et je m'en souviens encore. Voilà. Ça a été un choc, une découverte. Ça a été extraordinaire, en fait, hein, esthétiquement et diégétiquement. C'est-à-dire, sur le plan de l'histoire, c'était quelque chose qui m'a tout de suite frappée par rapport aux autres dessins animés où on avait l'habitude de voir Scooby-Doo, des histoires de Hanna-Barbera, les dessins animés américains. Là, c'était totalement différent. Déjà, c'était feuilletonnant. Et puis, c'était une histoire qui impliquait la vie et la mort de notre planète. Ça prenait les enfants au sérieux. Et on avait l'impression qu'on nous prenait à partie, qu'on nous prenait à témoin sur l'avenir de la Terre. Et pour l'enfant que j'étais, ça a été, oui, un moment important, Goldorak. Et tant et si bien que j'ai jamais oublié ce dessin animé, alors qu'il y a eu un long moment où Goldorak n'était plus diffusé. Dans les années 80, il y a eu un moment de latence où Goldorak n'était plus diffusé pour des raisons de droit. Et je l'ai redécouvert, je me souviens, en 1988 sur M6. Et j'avais 15 ans et j'ai revu Goldorak à cette occasion. Alors, le regard avait déjà changé. Je me disais, oh, ça, les images ne bougent pas et ça ne bouge pas. Voilà, le regard avait évolué. Mais l'affection pour ce dessin animé, pour cette histoire qui prenait les enfants au sérieux, elle, n'a pas bougé.
Et donc, c'est clair que quand je suis devenue adulte, puis universitaire, l'envie de rendre hommage à ce dessin animé qui a participé, qui a contribué à faire de moi ce que je suis, était une forme de mission importante. D'accord, d'accord. Avant de rebondir sur ce que vous disiez, j'attends la réponse de Marie. C'est une toute autre histoire. Moi, je suis arrivée à Goldorak d'une façon très académique, hein, finalement, dans mon parcours universitaire, puisque j'avais choisi de travailler sur l'histoire de l'animation japonaise. Et il se trouve que je me suis intéressée un peu de façon contextuelle parce que je participais à un projet sur l'animation pour la télévision. Et donc, dans ce cadre, j'avais prévu de m'intéresser à la place des dessins animés japonais dans la programmation télévisuelle française. Et donc, évidemment, Goldorak était un cas d'étude totalement incontournable de ce point de vue. Et j'en avais pas été spectatrice dans mon enfance. J'aurais pu, puisque la série a été rediffusée à une époque où j'aurais pu la voir. Mais ça n'a pas du tout été le cas, donc je l'ai découvert vraiment très, très tardivement. Et plutôt à travers, on va dire, une vision historique, voire historiographique de sa place dans l'arrivée des produits culturels japonais en France. Et donc, cette découverte tardive est passée en partie par Sarah, puisque c'est notre rencontre fortuite qui a fait que cette possibilité de faire un travail universitaire sur Goldorak s'est fait jour. Oui, parce que je n'étais pas spécialiste du tout d'animation japonaise sur le plan scientifique, académique. Et donc, jamais je ne me serais lancée dans l'aventure de ce colloque qui est devenu un ouvrage si je n'avais pas rencontré Marie. C'est incroyable d'entendre associer Goldorak qu'Attitude. Je trouve ça juste extraordinaire. Je trouve qu'il y a quelque chose qui a changé. Il y a même pas, je pense, 10-15 ans, jamais on aurait pu avoir l'outrecuidance de croire que ça pourrait être un cas d'étude. Mais la question que j'aimerais rebondir sur ce que vous disiez, Marie. C'est vrai que vous auriez pu découvrir cette série parce qu'elle a été souvent rediffusée, mais est-ce que vous avez décidé de ne pas la regarder à ce moment-là, quand vous étiez adolescente, je pense, ou enfant, parce qu'il y avait peut-être d'autres séries que vous trouviez plus modernes à ce moment-là? Alors, ça rentre dans une histoire à la fois peut-être intime et collective, puisque comme beaucoup d'enfants des années 80 et 90, j'ai été confrontée au Club Dorothée. Alors moi, j'avais pas le droit de regarder le Club Dorothée parce que mes parents avaient décidé que c'était pas bon pour moi et qu'il fallait me protéger de ce programme. Donc j'ai pas eu accès en fait à ce moment-là à ces séries, et donc j'ai découvert les séries animées japonaises quelques années plus tard, plutôt à travers les choix faits par des chaînes comme Canal+, qui étaient des choix plus adultes et qui diffusaient des séries comme Black Lagoon, Full Metal Alchemist, donc qui étaient qui visaient, on va dire, un public un peu plus âgé. Et j'ai jamais été amenée à revenir à Goldorak en quelque sorte, qui pourtant aurait été dans l'histoire de l'arrivée de ces séries une sorte de précurseur. Et donc c'est pas parce que je l'ai snobée en ayant connaissance d'autres éléments plus intéressants, c'est vraiment parce qu'elle n'a pas croisé ma route durant cette période. Alors, quand on revoit Goldorak ou quand on se remémore Goldorak, il y a une émission qui s'appelle Blowout qui passe sur Arte, qui est géniale parce qu'elle pose une question qui est très simple. Ça peut être: c'est quoi Jean Dujardin? C'est quoi Paul Verhoeven? Eh bien, j'aimerais bien vous dire, c'est quoi, pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas Goldorak, c'est quoi Goldorak pour vous, au fond? Ça, c'est une question, ça va être une réponse forcément subjective. Goldorak, c'est génial, ça. C'est une œuvre riche et complexe, beaucoup plus complexe qu'on ne le croit. La réponse va dépendre de vos interlocuteurs. Je pense que si on demande ce qu'est Goldorak à Marie ou à moi, ça va pas être forcément la même chose. Pour moi, Goldorak, c'est une épopée quasi mythique qui touche à des sujets d'écologie. Je me souviens avoir été marquée profondément par les aspects écolos de cet animé, où on nous disait clairement qu'il fallait prendre soin de la planète bleue. Il fallait défendre la planète bleue, les fleurs, c'est dans le générique, les fleurs, les animaux, la nature en général. Et ce qui m'a profondément aussi touchée dans ce dessin animé,
c'était la récurrence des scènes de retrouvailles. C'est pour ça que dans l'ouvrage, j'ai écrit un chapitre sur ces séquences de retrouvailles où Actarus retrouve des ersatz en fait de ses parents, de sa mère, la reine Astrida. On croit que c'est vrai et en fait ce sont des illusions. Voilà, le dessin animé met en scène l'impossibilité de retourner vraiment dans le passé, de retrouver son passé. Il y a une forme de nostalgie très forte dans ce dessin animé qui m'a touchée, l'idée du paradis perdu avec la planète Euphor qui a été bombardée, qui est devenue radioactive et sur laquelle on ne peut pas retourner, sauf dans les dernières minutes de l'animé. Et la seule séquence de retrouvailles qui soit vraie, c'est la séquence de retrouvailles avec la sœur, quand Actarus retrouve sa sœur Phénicia. Et là aussi, c'est une héroïne qui m'a beaucoup marquée, un personnage féminin très fort, qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir dans les années 70 dans les dessins animés pour enfants, qui prend en charge un vaisseau spatial, l'Aquarac, qui fait partie de la patrouille des aigles, au même titre que les personnages masculins. Donc, c'est tout ça qui m'a marqué personnellement dans Goldorak. Et pour vous, Marie, ce serait quoi les caractéristiques d'un épisode type de Goldorak ? Oui, alors après, on va dire, en passant au-delà du phénomène médiatique, quand on commence à s'intéresser à la série, moi, ce qui m'a beaucoup frappé en étudiant la série, c'est la façon dont elle s'intègre dans une forme de rapport de rupture et continuité avec le genre de la série de robots. Comment finalement cette série, alors qui est d'une sorte de singularité extraordinaire en France, comme l'a rappelé Sarah, on n'avait jamais vu ça, c'était complètement inédit pour le public français, et comment finalement recontextualiser dans sa période de production, c'est une série qui à la fois reprend un grand nombre des codes de la série de robots et qui en même temps fabrique des sortes de variations finalement sur le principe du thème et de la variation. D'ailleurs, le chapitre du livre sur la musique reprend aussi cette idée des thèmes qui ont d'infinies variations pour chaque épisode. Et ça, je trouve que c'est vraiment extrêmement intéressant. Peut-être d'ailleurs plus dans Goldorak que dans Mazinger Z, qui fait partie de la même grande lignée, grande production de Go Nagai. Tout ce travail à la fois formel, narratif, graphique, autour des codes de la série de robots. Oui, il faut rappeler que Goldorak, en fait, est un spin-off de Mazinger et que le public français, quand il a découvert Goldorak, n'avait absolument pas conscience qu'il s'agissait d'un spin-off parce que les enfants n'avaient pas vu Mazinger. Et il faut aussi parler de l'aspect semi-feuilletonnant de cette série animée, c'est-à-dire qu'il y a des aspects très épisodiques, très ritualisés, avec à chaque fois le Golgoth envoyé par Vega pour essayer de détruire Actarus à bord de Goldorak, et des aspects feuilletonnants aussi, qui courent le long des arcs narratifs qui vont courir tout au long de la série animée. Et vous évoquiez un petit peu les années 70. À quoi ressemblait un programme d'animation pour enfants dans les années 70 avant que Goldorak arrive ? Je vous en parlais, c'était les Fous du volant, c'était Watu Watu, c'était des petits dessins animés gentillets, on va dire, et puis très 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 épisodiques, sans aspect feuilletonnant, en tout cas pas que je me souvienne. Et puis Goldorak est arrivé comme une bombe, a fait exploser tous ces schémas. Et le seul dessin animé que je crois me souvenir est arrivé avant Goldorak et qui avait quand même quelques-unes de ses caractéristiques, c'est la bataille des planètes. Je crois que c'est arrivé un tout petit peu avant sur les écrans français. Et là aussi, on a vu ces aspects à la fois épisodiques, feuilletonnants et qui prenaient un peu plus les enfants au sérieux. Mais Goldorak a passé un cap extrême, voilà, où on avait un héros qui n'était pas sans faille. Actarus, c'est aussi un héros torturé, tourmenté, qui
qui ne sait pas ce qu'il doit faire, hein, ce tourment entre agir et faire la guerre à nouveau, alors qu'en fait, il est profondément pacifique et il ne veut pas recommencer à lutter. Hein, ces tourments, on les a vécus avec Actarus. Est-ce qu'il faut se battre et défendre la planète bleue ou rester pacifique et assister au désastre? C'était vraiment quelque chose de nouveau sur les écrans français à l'époque. Et puis après, d'autres dessins animés ont suivi assez vite, hein, comme Capitaine Flamme, et des productions souvent qui ont été coproduites par la France, en partenariat avec les Japonais. On peut d'ailleurs ajouter que c'est pas la première série japonaise qui a été montrée en France, mais c'est la première qui a été montrée sous ce format, justement, pour appuyer Sarah sur cette idée de feuilleton, qui était montrée avec l'idée d'un rendez-vous télévisuel et un respect, alors pas total, mais quand même correct, on va dire, de l'ordre des épisodes, ce qui permettait d'avoir cet esprit de film narratif. Il y a quelques précédents, il y a quelques épisodes de Prince Saphir ou du Roi Léo de Osamu Tezuka qui ont été diffusés en France, mais il n'y a jamais eu cette idée d'une diffusion sur un temps long avec un rendez-vous quotidien que Goldorak a mis en place et qui a fait que son impact a été bien plus grand que ces quelques séries japonaises qui l'ont précédé. Alors, je pense que nous sommes de la même génération, Sarah, mais j'étais pas encore assez grand pour le voir en 78. Moi, je l'ai découvert en 82, 83, je crois. Et donc, je ne savais pas, je l'ai su en lisant votre bouquin, l'histoire de cette polémique incroyable. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que Marie parlait aussi du fait qu'elle était privée de Club Dorothée parce que ça, par contre, pour le coup, j'étais suffisamment grand pour me rappeler de ce qui s'était passé par rapport au Club Dorothée. Mais cette polémique, elle vient d'où? Et est-ce qu'elle s'est très vite effacée ou c'est quelque chose qui a persisté concernant Goldorak, hein? C'est quelque chose qui a persisté pendant quelques années, oui. Hein, c'est des sociologues comme Liliane Lursa qui publiaient des livres, Ségolène Royal aussi qui a publié un livre sur les enfants seuls devant la télévision. Mais je crois que ça venait tout simplement de parents inquiets qui ne suivaient pas la série animée, qui n'en voyaient que des bribes qui passaient devant le téléviseur et qui voyaient des horribles robots et des horribles méchants et qui ne voyaient pas la série dans sa globalité. Voilà. Et ça, c'est sûr, quand on voit des images de violence, on n'a pas forcément envie que les enfants soient devant à les regarder, mais je crois que il fallait prendre la série dans son ensemble. Et quand on voit tout le discours justement sur la violence, sur la guerre, c'est pris dans un discours. Elle n'est pas en fait, cette violence est discutée. Elle est débattue à l'intérieur même du dessin animé. Quand le professeur Procyon, en saison 2, se demande s'il doit convertir son centre de recherche spatiale en centre de guerre pour lutter contre Vega qui veut envahir la Terre et qui veut en fait exploiter toutes les ressources minières dont ils ont besoin pour continuer leur civilisation, il se pose vraiment la question. Et quand il décide de le faire, de transformer son centre en machine de guerre, et quand il appuie sur le bouton qui va enclencher la métamorphose, c'est un crève-cœur pour lui. C'est un scientifique qui finalement doit se transformer en guerrier. Il n'a pas du tout envie de le faire. Pourtant, c'est ce qu'il doit faire. Donc, en fait, la série discute de la violence, de la lutte, de la guerre à mener. Et elle, encore une fois, elle parle aux enfants de manière très sérieuse. Et on nous prend à témoin. Et c'est une forme d'éducation morale, en fait. On était sans cesse à nous demander qu'est-ce qu'on devrait faire? Qu'est-ce que vous feriez? Qu'est-ce qu'il faudra faire quand vous serez adulte? Est-ce qu'il y avait aussi le fait que c'était nouveau, ce graphique, ce rythme qui était travaillé au niveau de l'image, du montage, du graphisme? Il y avait quelque chose d'assez perturbant, et en plus de cela que ça venait d'une série animée, est-ce que c'était ça aussi qui pouvait perturber? Pour les adultes, oui, pour les parents à l'époque.
Non, non, pas pour les enfants. Les enfants comprennent toujours tout avant les adultes. Oui, Donc, oui, non, voilà. c'est vraiment les parents, C'est les adultes, quoi. c'est possible. C'est vrai que c'était une esthétique nouvelle. Et puis, voir ces robots, cette ferraille qui se battait à coups de fulgure au point, de clavicogire et de rétro-laser, c'est vrai que ça pouvait paraître extrêmement violent. Mais ça ne l'était pas totalement. En tout cas, c'était discuté. Mais je pense aussi que c'est dans un contexte qui produit ce type de discours, à la fois à la fin des années 70, où on a quand même énormément de discours sur le péril jaune, et l'idée que le Japon est une menace, parce que c'est un pays qui est en train de devenir très puissant, qui exporte énormément de matériel, en particulier électronique en France. Et il y a beaucoup pour avoir travaillé avec des étudiants et étudiantes sur le sujet, on retrouve beaucoup de traces dans les journaux télévisés de l'époque de journalistes qui se récrient devant cette invasion et qui le vivent vraiment comme une sorte d'agression, enfin qui le présentent, qui le commentent comme une forme d'agression de la part d'un pays qu'on pensait battu, qu'on pensait dans le camp des perdants et qui tout d'un coup se dote de cette puissance culturelle qu'on ne lui soupçonnait pas. Et d'ailleurs, très vite, on le trouve dans beaucoup des documents de cette époque-là qui commentent et qui critiquent Goldorak. Très vite, on associe ces productions au mercantilisme et à l'idée qu'on veut s'en servir pour vendre des jouets, que la seule raison d'être de ces séries, c'est en réalité de faire acheter des choses aux enfants. Et finalement, cette rhétorique du péril jaune, elle se modifie un peu à l'époque du Club Dorothée, où on se retrouve plutôt avec une espèce d'opposition entre télévision publique, télévision privée, la vision de ce que doit être un programme jeune public, mais elle persiste parce que elle ressort sous la forme de la mauvaise qualité de ces séries, qu'on accuse d'être des piètres programmes par rapport à ce que font les Américains. Et Sarah parlait tout à l'heure des coproductions franco-japonaises. Ces coproductions, elles sont en partie motivées par le fait que les chaînes de télévision veulent trouver une sorte de solution à cette mauvaise image, et également d'ailleurs à la politique des quotas qui va être appliquée en partie dans ce contexte, en réalité, parce qu'on veut limiter le nombre de programmes étrangers sur les écrans français. Permettez-moi une petite digression et ensuite on commence à parler de l'intériorité du livre. C'est vraiment une digression. Est-ce que les programmes de séries animées que l'on trouvait, les programmes pour enfants que l'on trouvait sur Antenne 2 et ceux qu'on a trouvés sur TF1 quand TF1 a été privatisé, est-ce que c'était deux visions complètement différentes? Je dis pas deux qualités différentes, hein, même si je pense que c'était plus Antenne 2 qui était mieux en termes de qualité, mais est-ce que c'était vraiment deux visions différentes? En tout cas, les émissions se positionnaient de manière très différente, puisque Récréa 2 avait cette idée d'éduquer en divertissant, avec beaucoup de vignettes instructives. On se rappelle de tous les passages où Dorothée avait des invités à qui elle posait des questions. Et le choix des programmes était probablement plus contrôlé et plus réfléchi en amont, hein, d'ailleurs. Longtemps après, Jacqueline Joubert s'est récriée quand on lui a dit comment elle avait laissé passer Goldorak, qu'est-ce qui s'était passé, en disant mais moi je ne voulais pas du tout de ce programme parce que ça rentrait plus vraiment dans cette ligne justement éducative, on va dire, pour aller vite, alors que le Club Dorothée a vraiment assumé une visée de divertissement en laissant beaucoup plus de côté cette idée d'éducation pour les plus jeunes. Et on trouve, pour le coup, dans le Club Dorothée, non plus des vignettes éducatives, mais des jeux, des quiz, des appels à participation du public. Donc, c'est en effet vraiment deux visions de programmation différentes qui ont amené à des choix de programmation totalement différents. On sait aussi, aujourd'hui, KB Productions faisait aussi des choix avec, on va dire, un filtre économique important. Ils achetaient des séries qui n'étaient pas très chères parce qu'ils avaient de très nombreuses heures de programme. Le Club Dorothée, à sa grande époque, vous vous en rappelez probablement, c'est des heures et des heures de programme hebdomadaires, donc il faut bien remplir ces grilles. Même le dimanche, je me souviens. Tout à fait. Oui, je suis tout à fait d'accord avec Marie, et c'est vrai que si je me souviens des vignettes de Récréa 2, on avait Papy-Vol c'était non seulement éducatif, mais créatif. Ça nous encourageait à créer avec du papier. On pouvait créer
des paysages ou des animaux. Il y avait Mes mains ont la parole aussi, où on était sensibilisé au langage des signes. Et c'est vrai que tout ça a disparu avec le passage sur TF1. Comment vous avez fait, je sais que ça vient d'un colloque, mais pardonnez-moi de vous poser cette question-là, on a dû souvent vous la poser, mais vous en parlez dès le début de l'ouvrage collectif. C'est vrai que c'est pas c'est pas si évident que cela. Déjà, d'une part, d'intégrer la notion même de la série, de la sérialité au sein de travaux universitaires, j'imagine, mais déjà de parler d'une série animée qui, même jusqu'à aujourd'hui, je crois que il est très difficile comment dire, de convaincre la légitimité importante, esthétique, historique, économique d'une série animée. Comment cette idée vous est venue, et surtout, est-ce que ça n'a pas été trop compliqué d'intégrer cette idée de travailler sur cette matière qui est une série animée qui s'appelle Goldorak? Bon, je peux peut-être commencer, Marie. Dire que moi, j'ai toujours souhaité écrire un livre universitaire sur Goldorak. À partir du moment où je suis entrée dans le milieu académique, j'ai eu cette envie-là de réhabiliter Goldorak, ou en tout cas de lui apporter une légitimité, de montrer qu'on pouvait penser sur Goldorak et avec Goldorak. Ensuite, comme je viens d'une autre spécialité, à la base, je m'intéresse aux adaptations, aux films adaptés de Shakespeare. Et puis, je suis venue ensuite aux séries télévisées américaines, mais donc, je ne suis vraiment pas spécialiste. J'ai pas fait ma thèse comme Marie en animation japonaise. Donc, je n'avais pas non plus l'assise scientifique pour organiser un tel événement et ensuite publier. Donc, comme je disais tout à l'heure, la rencontre avec Marie a été décisive pour impulser ce projet. Et ensuite, je trouve que les choses se sont passé assez rapidement et assez facilement. On a été bien soutenu par l'Université de Paris 3 qui a trouvé le projet très intéressant, et on a organisé le colloque à la Sorbonne Nouvelle. Donc, et ensuite, les presses universitaires François Rabelais ont été tout de suite enthousiastes à l'idée de publier le livre, et on a été soutenu à tous les moments. Donc, il n'y a pas eu de souci. En fait, on a eu de la chance d'être. Marie était à l'époque à l'IRCAV, et c'est un laboratoire de recherche qui justement travaille sur des objets qui ne sont pas considérés habituellement comme légitimes, mais qui les accueillent bien volontiers et qui justement travaillent à la légitimité de ces objets. Oui, peut-être ça peut surprendre, mais en réalité, moi j'ai trouvé qu'il y avait plutôt moins de difficultés à travailler sur Goldorak que sur beaucoup d'autres objets sur lesquels j'ai l'habitude de travailler, qui sont alors soit plus anciens, méconnus, et donc qui voilà, manquent en fait totalement de visibilité et qui n'inspirent pas spécialement d'intérêt à certains de mes collègues, ou alors qui sont contemporains ou plus récents et qui voilà, tombent dans une autre catégorie qui serait vraiment de la production de consommation de masse, et qui ne devrait pas, ou qui, voilà, pour certains, ne paraît pas intéressante à étudier. Donc finalement, moi, il m'a plutôt semblé que Goldorak, c'était un objet assez aisé à approcher, parce que justement, il avait une sorte d'existence dans le champ français, du fait de sa longue histoire, du fait quand même des nombreux textes plutôt journalistiques, mais pas que. Il y a un texte de Jacques Aumont quand même sur Goldorak qui a été publié dans les années 80. Oui, mais étonnant. Alors pour avoir dialogué avec Jacques Aumont lors d'une émission sur Microciné, je ne suis pas surpris du tout, parce que c'est un énorme blagueur. Donc pour moi, il a une capacité à vanner, à faire des blagues. Donc ça ne me surprend pas du tout. Il est extrêmement jeune dans sa tête. Donc, alors, je pense qu'il avait dû voir la série par-dessus l'épaule d'un enfant de son entourage, et on l'avait sollicité pour le colloque, et il était intéressé par le fait de revenir sur ce texte. Ça s'est pas fait, mais il aurait eu plaisir en fait à réfléchir aujourd'hui à ce texte. Moi, j'ai été très touchée, je dois dire, par à la fois, bon, ça c'est quelque chose qui s'est fait dans les coulisses de la préparation, mais parce que tout ce que Sarah a apporté, voilà, de mélange entre l'expérience personnelle et le regard de l'analyse de film. Et par exemple aussi dans le livre par le texte de Guillaume Soulez,
avec, je trouve ça assez bouleversant en fait de penser que des universitaires ont fait en partie ce métier à cause ou grâce de Goldorak, et c'est vraiment quelque chose qui est revenu de façon assez importante dans les discours et qui visiblement était partagé. Donc finalement, pas un si mauvais objet pour plagier Jacomon et son très cher objet. D'ailleurs, Guillaume Soulès qui dit cette phrase très très belle, c'est au début du livre. Hein. Pour une fois, l'enfant et le chercheur peuvent parler d'une seule voix. Mais j'ai envie de dire Exactement. Que normalement, ça devrait être pour tout. Je veux dire, à partir du moment où on est spectateur, que ce soit cinéma ou télévisuel, faut rester un peu enfant. Mais parlons de la structure. C'est divisé en 3 parties. Je me permets de les nommer. La première partie, c'est Goldorak en France. D'ailleurs, Marie, vous avez écrit un texte sur l'adaptation à la télévision française. Il y a aussi Goldorak de l'intérieur, la presse française. Comment la presse française avait reçu cela. Je ne savais pas que Paris Match en avait parlé. Enfin, c'est très, très c'est impressionnant. Et la deuxième partie, c'est sur la jeunesse, bien évidemment, de Goldorak, où vous parlez du Go Nagai, le père de Goldorak, la répétition et les itérations dans Goldorak, on en a parlé un petit peu au début de l'émission, ou le plaidoyer pour une, entre parenthèses, musique débile. Et c'est un texte assez intéressant, mais enfin, je veux dire, je ne connais personne autour de moi qui trouve cette musique débile. C'est une expression qui vient du texte de Jacomon. Oui, c'est incroyable. Troisième partie, c'est Empreintes et empreintes de Goldorak, avec Goldorak occidentalisé. Il y a le spectre du nucléaire. Il y a l'image concentrationnaire. Ça, je l'ai découvert en le lisant. Je n'avais pas vu ça comme ça. Et puis, Sarah, vous avez écrit un texte sur le passé avec Goldorak. Comment vous avez pensé l'architecture? Et puis surtout, c'est impressionnant de savoir que finalement, beaucoup de personnes, ça a dû être très simple, j'imagine, d'avoir plusieurs personnes pour écrire dans cet ouvrage. En fait, c'était à l'occasion du colloque organisé en 2016 qui venait marquer les 40 ans de la création de Goldorak, puisqu'il a été diffusé en 1976 au Japon. Donc 2016, ça représentait les 40 ans. Puis la date de publication 2018 correspondait aux 40 ans de la projection en France, de la diffusion en France. Donc ça tombait très bien à chaque fois. Donc à l'occasion du colloque, on avait lancé un appel à communication dans divers réseaux. Les réseaux de Marie, mes réseaux, voilà, ça avait vraiment circulé et on avait été très contente de voir qu'on avait reçu des propositions de spécialistes de l'animation japonaise, de musicologues, donc qui venaient à Goldorak mais de leur propre discipline, sans être spécialistes véritablement de l'animation japonaise. Donc des musicologues, des anglicistes, des littéraires, des historiens, et donc c'est un regard véritablement pluridisciplinaire qui s'est posé sur Goldorak, et c'était l'avantage de faire un ouvrage collectif et pas une monographie écrite par une seule personne. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter là-dessus, Marie J'étais en train d'essayer de me rappeler si on avait sollicité des gens, mais je crois que la plupart des contributeurs se sont signalés d'eux-mêmes et nous ont fait part de leur désir de participer au colloque et donc ensuite de reprendre ce qu'ils avaient évoqué au colloque dans la publication. Et il est possible que cette première expérience, donc Sarah l'a dit, il y a pas vraiment de spécialistes qui ont participé, tout simplement parce que des spécialistes, ils n'existent pas vraiment dans l'université française, donc il fallait évidemment ouvrir le champ disciplinaire et l'appel. Mais il me semble qu'il y a eu quand même des échos ensuite à cette initiative. Quelques mois plus tard, j'avais été par exemple contactée par des collègues de Rennes qui souhaitaient en quelque sorte prolonger cette idée en consacrant une journée d'études à Neon Genesis Evangelion. Donc avec cette idée toujours d'un cas d'étude sur une série japonaise. Voilà, ils avaient eu l'impression que la suite à donner à notre colloque, c'était cette journée d'études. Donc ça aussi, je trouve que c'est assez intéressant de voir comment des objets qui ont été très peu abordés à l'université, finalement, commencent à trouver leur place et comment chaque production, chaque travail collectif suscite de nouvelles publications. Et je crois que le résultat de cette journée d'études a donné lieu à un manuscrit qui vient d'être soumis à Serial, justement. Donc, oui, peut-être une suite vraiment identifiable.
Je sais pas si celles et ceux qui nous regardent, qui vont regarder cette vidéo se rendent compte, mais je trouve ça juste génial et excitant de savoir que maintenant, ça me rappelle, ça me fait penser à cette phrase d'André Bazin qui disait que dans les années 50, c'est ce qu'il écrivait, il disait que dans 30-40 ans, il y aura des textes sur le cinéma hongrois enfin le cinéma muet entre 1918 et 1920, et ce sera normal. Et ben j'ai l'impression que c'est très prophétique tout cela, c'est qu'on retrouve aujourd'hui des choses jamais on n'aurait jamais pensé cela dans les années 80-90, et je trouve ça assez incroyable et surtout que ça provient de l'université, parce qu'on en parlait avec Sarah hors caméra, on a tendance à croire, enfin, il y a un cliché comme ça qui doit certainement vous embêter, qui fait que vous restez des universitaires et pas autre chose. Mais alors et c'est bien dommage que vous ne soyez pas aussi présent, que cela soit à la télévision ou ailleurs, bon, la radio un peu, mais pas autant. Et alors qu'il se passe des choses incroyables, genre, la collection céréales, c'est assez fascinant. Je sais pas ce que vous pourriez me dire là-dessus, peut-être avant qu'on reparte sur Goldorak, ce rapport comme ça. Est-ce que c'est quelque chose? On a écrit quelque chose là-dessus dans l'introduction, justement, et c'est une phrase qu'on avait mise en exergue parce qu'elle nous semblait très importante et qu'elle avait été évoquée aussi lors du colloque. C'est les études universitaires ont fini par produire des discours à la hauteur de la complexité d'œuvres qui, parce qu'elles étaient populaires, avaient d'abord été jugées comme inintéressantes. Et c'est ça tout l'enjeu du colloque et de la publication, ça a été de montrer qu'on avait eu tort, qu'il fallait aussi, que en fait tout objet, toute œuvre de la culture populaire mérite d'être analysée, mérite d'être étudiée. Oui, ça révèle aussi cette tension que je pense on est quand même un certain nombre à l'université à avoir rencontré. Et Sarah, tu aurais sûrement des choses à dire là-dessus, mais où finalement c'est la légitimité culturelle de l'objet qui devrait rejaillir sur le travail des universitaires, alors que non, en fait, c'est notre travail qui doit construire des discours qui peuvent participer à éclairer les objets et finalement d'une certaine façon, je suis presque un peu gênée quand on me dit mais c'est formidable que l'université s'intéresse à Goldorak parce qu'elle aurait dû le faire il y a tellement longtemps. C'est plutôt une honte qu'elle l'ait pas fait avant. Et voilà, enfin peut-être il y a une forme de réparation qui est en train de se faire depuis quelque temps parce que on se rend compte que c'est des objets qui sont tellement importants qu'il faut arrêter de les ignorer. Mais il me semble que voilà, c'est pas tant nous qui devrions être félicités que l'ensemble de l'université qui devrait être grondé de son peu d'intérêt pour la culture populaire. Et j'avais été assez portée aussi par ce qui se passe du côté de l'étude des jeux vidéo, où finalement on voit comment un certain nombre d'universitaires se sont emparés de cet objet et en ont fait vraiment des études absolument passionnantes. Et finalement, comment, à la force des bras de quelques personnes, on arrive à créer un champ qui, finalement, au sein de l'institution, alors c'est peut-être pas très intéressant pour le grand public, mais voilà, produit de la légitimité pour nos pairs et nous autorise à travailler sur ces sujets. D'ailleurs, je rappelle. Pardon, excusez-moi. Moi, Samir, c'est juste qu'en tant qu'universitaire, on est là pour justement déconstruire des discours. Et donc, on est là aussi pour déconstruire les hiérarchies culturelles qui sont construites socialement. Effectivement. D'ailleurs, je rappelle que c'est Goldorak, l'aventure continue, et c'est édité chez Presse Universitaire François Rabelais. Il y a un lien qui est bien évidemment dans le descriptif de cette vidéo pour celles et ceux qui veulent se procurer ce livre. Je les invite. Encore 2-3 questions et puis je vous embête plus, je vous libère. Mais je pourrais pas discuter, on pourra pas malheureusement parler de tous les textes et j'en suis vraiment désolé. Mais il y a un texte, d'ailleurs, c'est vous, Marie, qui l'avait écrit. C'est page 39, je crois. Non, page 38, pardon. Alors permettez-moi, ça vous dérange pas de lire un petit extrait parce que je trouve ça assez incroyable. Vous écrivez: sous la question des références artistiques apparaît également une problématique plus large qui concerne la façon dont l'adaptation cherche à recréer l'univers diégétique, voire à dissimuler certaines références culturelles présentes dans la série qui se déroule originellement au Japon. Et en fait, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a comme ça une idée de gommer tout ce qui a un aspect avec l'histoire ou la mythologie ou quelque chose qui est lié au Japon. Et c'est un long extrait, mais j'aimerais vraiment le lire,
poursuis parce que c'est assez passionnant. Vous écrivez en effet, la série renvoie à de nombreuses reprises à des événements historiques particuliers, à des habitudes culturelles ou religieuses parfois inconnues du public français. On est en 78. Hein. Les exemples sont ici nombreux, qu'il s'agisse de la scène du Nouvel An de l'épisode 14 ou d'une référence à l'histoire du Japon disparue de la version française dans le premier épisode, lorsqu'il se présente à Procyon pour la première fois. Alcor lui avoue qu'il espère établir le contact, voire instaurer des échanges commerciaux avec les extraterrestres, un discours idéaliste auquel le professeur répond par une référence récurrente dans l'animation japonaise à l'ouverture commerciale forcée du Japon à l'arrivée des navires noirs. Et il faut savoir qu'à côté de cela, il y a un tableau dans lequel il y a la version japonaise traduite de cette séquence et à côté la version française, et c'est édifiant. J'invite à lire ça aussi. Et vous écrivez plus tard, on se trouve ici dans un cas où le texte japonais ne peut rencontrer que peu d'écho auprès de son nouveau public, et là où un groupe de fansub, donc des sous-titres, aurait ajouté une note explicative. Gatineau, donc Gatineau, c'est la personne qui s'est occupée de la traduction de Goldorak. Gatineau choisit de supprimer la référence pour la remplacer par un discours étrangement belliqueux de la part d'Alcor. Il s'agit ici d'un retournement de l'enjeu de la scène, alors qu'en japonais, le professeur veut prévenir le naïf et enthousiaste Koji des difficultés qui l'attendent. Le personnage de la version française semble au contraire prêt à en découdre avec des ennemis qu'il n'a pourtant encore jamais rencontrés. C'est assez édifiant les deux la traduction. Effectivement, qu'est-ce qui a fait que Gatineau ait pu faire ce genre de traduction-là, selon vous? Vous le dites, oui. Hein, vous l'écrivez plus tard, mais c'est pour parler. Oui, alors Gatineau c'est en effet occupé de la transposition, en quelque sorte, hein, de la série vers le français, transposition qui avait plusieurs enjeux. Sarah a rappelé tout à l'heure que la série est inscrite dans un arc narratif dont les spectateurs et spectatrices françaises n'avaient pas connaissance, on n'avait que le début de la série pour découvrir. Et il avait aussi comme nécessité, on va dire, de rendre cette série intelligible, compréhensible pour ce public. Et donc, on remarque en effet, quand on compare les versions, qu'il a retiré tout ce qui constituait des référents culturels qu'il a considérés comme peu compréhensibles pour le public. Il y a plusieurs choses qui sont intéressantes de ce point de vue. La première, c'est que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il n'a pas cherché, ou en tout cas son équipe, la production de la version française n'a pas cherché à couper ces passages. Donc c'est vraiment les dialogues en français qui fabriquent une sorte de discours supplémentaire pour venir pallier les manques ou au contraire les trop-pleins qui existent dans la version japonaise. Donc la façon dont, à un certain nombre d'endroits, et c'est pas uniquement le cas dans Goldorak, la version française est finalement plus violente que la version d'origine. Et là aussi, je rebondis sur ce que disait Sarah tout à l'heure, ce qui est très passionnant dans Goldorak, c'est la façon dont la série réfléchit en permanence aux motivations de la violence et à ce qui va motiver les personnages à agir de telle ou telle façon. Une partie de ces dialogues en japonais qui explicite d'ailleurs souvent le passé des personnages, ce qu'ils ont vécu et qui expliquent leurs actions, est remplacée par des discours extrêmement, en effet, belliqueux qui incitent vraiment à l'affrontement. Et ça, je trouve ça très frappant parce que finalement, on retrouve une analyse assez similaire chez un chercheur qui s'est intéressé à la version américaine de Neon Genesis Evangelion, où il a trouvé la même chose, c'est-à-dire qu'on a supprimé des dialogues assez intimistes, assez qui enrichissaient les rapports entre les personnages pour les remplacer par des choses plus directes, plus concrètes, et on a ainsi finalement créé une série qui est beaucoup plus violente dans sa version anglophone que dans sa version japonaise. L'autre point qui est assez passionnant, c'est que on se rend compte quand on lit des textes publiés sur les forums ou qu'on interroge les spectateurs et spectatrices de l'époque qu'ils sentaient bien qu'il se passait quelque chose. Ils voyaient bien que cette série, elle ne se passait pas dans un espace neutre ou dans une sorte d'Europe plus ou moins fantasmée. Et donc finalement, Goldorak en version française, c'est un espèce d'objet complètement hybride dans lequel on essaye de dissimuler le sous-texte japonais tout en laissant une partie. Et pour finir sur cette anecdote, j'ai commenté la séquence que vous venez d'évoquer telle qu'elle est décrite dans le livre avec un groupe d'étudiants et étudiantes il y a quelques mois. Ils ont été outrés. Et ils comprenaient pas, mais vraiment pas du tout, comment c'était possible qu'on ait fait une version française de cette façon. Et vraiment, ils voulaient pas la discuter. Ils arrêtaient pas de me dire, mais madame, comment c'est possible de faire ça?
Et donc, je pense qu'on est arrivé aujourd'hui à une toute autre vision de la traduction qui recherche l'authenticité, alors pas au point d'aller chercher les sous-titres explicatifs des fansubs, mais voilà, où on a cette idée que l'œuvre doit être préservée et donnée dans son intégralité, alors que en 1978, c'était tout à fait normal de produire des adaptations qui retiraient une grande partie de leur contenu géographique, culturel, etc., à certaines productions. Et l'article de Marie dans l'ouvrage est vraiment magistral parce qu'il montre bien que Goldorak en français, c'est comme une œuvre parallèle à l'œuvre d'origine. Il y a eu un véritable travail créatif de la part de Michel Gatineau et ses équipes, que les acteurs eux-mêmes, les acteurs de doublage comme Daniel Gall qui jouait Actarus, ont pris part à l'invention des mots comme cornofugure, rétrolaser, même les noms qui étaient inspirés des étoiles ou de la mythologie grecque et romaine comme Minos, Hydargos. Cette inventivité, quand même, elle est à saluer. Alors d'accord, il y a eu des grosses trahisons pour certaines séquences, mais il y a eu aussi un travail créatif phénoménal et un travail de doublage avec des acteurs de talent à l'époque. Oui, exactement. Oui. D'ailleurs, pardonnez-moi cette digression complètement, mais c'était très drôle. Il y avait la voix off, je crois, qui était celle c'était la même voix qui doublait Charline Gals dans La Petite Maison dans la Prairie. C'est Michel Gatineau, Michel Gatineau, celui qui faisait les dialogues, était le comédien qui doublait le professeur Procyon. Voilà, et j'étais perturbé, en fait, ça me perturbait, ça, cette petite chose. Mais d'ailleurs, c'est très drôle parce que... et je crois que la voix de Vénusia, c'était celle qui doublait Nelly Olson. Oui, exact, et ben si, c'est elle, et qui a ensuite doublé, bref, on sort du... mais je suis sûr qu'un jour, je vais faire une émission sur La Petite Maison de la Prairie, un essai écrit par 2-3 universitaires, ce serait juste génial. Il y a de ça, j'en suis persuadé. Mais cette série n'a pas eu de succès, si je me trompe pas, n'a pas eu de succès dans son pays d'origine, le Japon. Moins qu'en France. Mais surtout... Parce que les spectateurs étaient un petit peu déçus de voir que Koji, donc Alcor, n'est plus le personnage principal qu'il était dans Mazinger. D'accord. Mais cette série a aussi eu du succès un peu dans d'autres pays, dont surtout vous dites les pays du Sud. Oui, l'Italie, le Maghreb, l'Amérique du Sud aussi. Oui, effectivement. Est-ce qu'il y a une... Pardonnez-moi de toujours essayer de comprendre théoriquement. Est-ce qu'il y a une explication à cela ou non, pas du tout. C'est comme cela et pas autrement. Il faut voir aussi dans quel pays Goldorak a été diffusé. Il a été beaucoup moins diffusé dans les pays anglophones, tout simplement. Voilà. Il faut voir. D'accord. Et on a eu aussi des propositions de personnes qui étaient au Liban, qui étaient, je ne sais plus dans quel pays du Maghreb, mais qui nous ont proposé des articles sur le succès de Goldorak dans leur pays. Mais malheureusement, c'est venu trop tard, en fait. Le colloque était passé, la publication était en cours. Mais il y a des choses qui s'écrivent, mais sur d'autres supports qui ont été publiés ailleurs sur Goldorak dans les pays de langue arabe. Alors peut-être que je me suis mal fait comprendre en fait dans ma question, c'était pourquoi selon vous cette série a eu du succès dans les pays du Sud? C'est ça la question. Parce que déjà, elle a été diffusée dans ces pays-là et elle n'a pas forcément été diffusée dans les pays du Nord ou dans les pays anglophones. Ah, d'accord, ok, c'est vrai, c'est logique. Non, parce que quand j'entends par succès, c'est par exemple pour l'Algérie, je sais pertinemment qu'en Algérie, c'est un phénomène important et j'essaye de comprendre pourquoi ça peut être aussi un phénomène important. Est-ce qu'il y a un lien? Mais finalement, il peut ne pas y avoir d'explication, c'est comme ça. J'ai des amis dans ces pays qui souvent m'envoient des tags sur les murs où on voit des Goldorak et hop, je les reçois parce qu'ils savent que je suis une grande fan et il y a oui Goldorak est sur les murs. Ça s'appelle pas Goldorak d'ailleurs là-bas, c'est pas Goldorak, c'est Grandizer. Non, c'est resté Grandizer, oui, tout à fait. Exactement. Vous avez dit quelque chose de très très beau concernant Goldorak, Sarah. Vous avez dit penser avec Goldorak.
Et ça me rappelle tous ces documentaires qu'on fait. Généralement, les auteurs de documentaires disent souvent, j'ai voulu faire un film avec tel personnage et non pas un film sur, mais avec. Et je trouve ça très beau de dire penser avec Goldorak. Ça voudrait dire quoi pour vous, penser avec Goldorak? Mais c'est qu'en fait, il y a un effet retour, c'est-à-dire que dans ce colloque et dans cette publication, on a convoqué des disciplines différentes, la musicologie, la littérature, l'histoire, l'animation japonaise pour éclairer Goldorak. Mais en retour, on a vu aussi que Goldorak permettait de nourrir ces disciplines en retour. Comment aussi des littéraires qui ont été bercés par Goldorak dans leur enfance vont pouvoir voir des choses qu'ils n'auraient pas vues s'ils n'avaient justement pas été nourris par Goldorak. Voilà, il y a un effet retour aussi, un effet épistémologique où quand on a vu Goldorak, on a été nourri par ce dessin animé et on ne va pas voir les mêmes choses dans les mêmes objets. D'accord. Dernière question avant de vous libérer. Aujourd'hui, en 2021, est-ce que il y a eu est-ce que Goldorak a influencé d'autres dessins animés, d'autres manières de faire? Est-ce qu'il y a eu des influences de Goldorak? Alors, il y a eu des chapitres dans le livre qui en parlent un petit peu par exemple, on a un auteur jeunesse, Bernard Peigné, qui parle de l'influence de Goldorak sur sa propre production littéraire. Il y a eu aussi des influences de Goldorak dans l'art. Il y a des artistes, des sculpteurs qui voilà, sont là à créer des œuvres qui s'inspirent énormément de Goldorak, des peintres, des graphistes, des artisans d'art. Attendez, je vais vous montrer quelque chose à ce sujet. Il y a un artisan d'art qui crée des médaillons de la planète Fort. Voilà. Ah, c'est incroyable. Voilà. Donc, si on veut vraiment jouer à Actarus et Phénicia de Fort, on peut. Donc, voilà, ça a imprégné vraiment l'artisanat, l'art, la littérature, pas de manière énorme, mais dans des effets de niche, des effets ponctuels. Oui, il y a clairement on va dire que Goldorak continue à vivre, et c'est aussi pour ça qu'on a extrait une des phrases d'un des génériques de Goldorak, l'aventure continue, Goldorak et l'aventure continue. Enfin, on l'a extrait pour en faire le sous-titre du livre. Bon, en tout cas, c'est un ouvrage collectif sous la direction de Sarah Hatchuel et Marie Pruvost de l'Aspre. Je pense que je l'ai bien dit. Voilà. Et ça s'appelle Goldorak, l'aventure continue. C'est édité chez Presse Universitaire François Rabelais. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions pendant plus de 50 minutes, d'être revenu sur un ouvrage qui date de septembre 2018. C'était vraiment un plaisir de discuter avec vous de Goldorak. C'était sympa. C'était réciproque. Merci à vous. Très bonne fin de journée. Et puis générique. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.